Bonsoir. La pandémie du coronavirus, nous en parlons encore ce soir dans cette émission Au cœur de la nation. La maladie est toujours présente et requiert toujours autant d'attention. Ce soir, nous faisons une fois encore le point de tout ce qui est fait au niveau national. Et pour nous en parler, nous avons sur ce plateau nos traditionnels invités maintenant. Professeur Didier Koumavi Ekwewi, il est épidémiologiste, professeur agrégé en santé publique. Professeur Ekwewi, bonsoir. Bonsoir. Et nous avons également docteur Amadi Hassan, il est chef de division surveillance épidémiologique. Docteur Hassan, bonsoir. Bonsoir Anita. Alors, professeur Ekwewi, nous allons commencer par vous. Dites-nous, quelle est la situation actuelle de la pandémie au Togo? Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Donc, nous sommes aujourd'hui à la semaine 18 de l'épidémie, avec aujourd'hui exactement 667 cas enregistrés. Il y a 424 cas guéris, 14 décès. Et nous comptons 229 cas actifs. Ce qu'il faut signaler, c'est que toutes les 6 régions sanitaires sont touchées par l'épidémie et tous les districts, c'est-à-dire les 44 districts, sont également touchés par l'épidémie. Et depuis le début de la semaine jusqu'à ce jour, nous comptons 24 cas enregistrés. D'accord. Alors, docteur Hassan, dites-nous, quelle lecture faites-vous de cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui se passe? Oui, la première chose, c'est qu'on réalise que la maladie est présente. Elle est vraiment là. Donc, alors, dans son évolution, on peut se rendre compte qu'au début, on n'avait pas ce nombre de cas que nous enregistrons maintenant. Donc, c'était timidement en progression. Et puis, à partir d'un moment, dans les 10 derniers jours d'avril, on a eu des pics. On a enregistré beaucoup de cas. Et ceci, on l'avait expliqué, est dû au fait que on dépistait systématiquement tous les entrants dans notre pays. Et bon, bien sûr, parce que les pays voisins avaient déconfiné et tout ça, et que nos compatriotes devaient revenir. Et puis, donc, lorsque cette phase est passée, puisque le retour de nos compatriotes s'est fait de façon ponctuelle, on a assisté à une chute du nombre de cas cumulés qu'on détectait par semaine. Donc, ceci a évolué pendant un temps. Et puis, naturellement, il fallait que d'autres compatriotes vivant ailleurs, vu les négociations du gouvernement, pour pouvoir faire revenir nos frères qui étaient dans d'autres pays. Alors, donc, là aussi, ça a permis de dépister, détecter d'autres cas qui expliquent que ces derniers temps, on a eu un nombre élevé de cas. Mais en plus de cela, nous continuons la recherche active des cas de façon ciblée, c'est-à-dire que lorsque nous voyons que le risque est quelque part dans un service, dans une entreprise, etc., alors on va là pour voir ce qui se passe. Donc ça a permis de détecter beaucoup de cas. Mais pour dire tout simplement que l'épidémie est là, la maladie est là, mais le système fonctionne parce qu'il nous permet de détecter les cas, mais surtout de vite détecter les cas pour pouvoir protéger la population. D'accord? Donc, c'est cette lecture globale-là qui peut être faite de l'évolution de cette épidémie dans notre pays. D'accord. Alors, professeur Ekwewi, on voit que, disons que la maladie progresse. Au départ, on a cru comprendre que la maladie est arrivée par les compatriotes qui sont rentrés, les voyageurs qui sont rentrés. Aujourd'hui, depuis un certain temps, les frontières sont fermées, mais les cas continuent par augmenter. Alors, est-ce qu'on va dire qu'il y a peut-être d'autres foyers de contamination qu'on ne connaissait pas ou bien qui naissent, on va dire? Non, on ne va pas le dire ainsi. Tout simplement, c'est parce que le virus circule toujours. Et quand un virus circule, et forcément qu'il y aura des cas. On ne peut pas tout contrôler, c'est ce que nous appelons la circulation qui est communautaire.
D'une manière générale, on sait que nos cas au Togo, 50% globalement proviennent des voyageurs, 30% proviennent des contacts et 20% sont des cas de circulation communautaire. Il n'y a aucun lien entre les voyageurs, les malades et les personnes contacts. Donc, tant que le virus circule, aussi bien dans le monde qu'au Togo, on ne peut pas tout contrôler. Bien entendu, nous avons des frontières, mais nous connaissons nos frontières. Nos frontières sont poreuses et forcément, il y a des mouvements de population, qu'on le veuille ou pas, ce qui explique encore cette circulation du virus. Alors, professeur Ekoyi, en tant qu'épidémiologiste, c'est vrai qu'au tout début, lorsque nous organisions ou nous animions ensemble les émissions, vous avez parlé que les épidémiologistes suivaient peut-être une tendance, une courbe. Alors, où sommes-nous arrivés aujourd'hui sur la courbe de l'épidémie, on va dire? Effectivement, nous avons dit classiquement les épidémies, on les trace sous forme de courbe. Donc la courbe, elle a 3 parties, une phase ascendante, un plateau, et puis une phase descendante. Dans le cas de cette épidémie, nous avons plutôt ce qu'on peut appeler des cas sporadiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vrai plateau. C'est-à-dire nous observons des cas pratiquement tous les jours. Donc c'est des cas sporadiques. Et toutes les projections qu'on a pu faire grâce à la modélisation mathématique ne voient pas de vraies flambées, comme par exemple dans les pays développés où on enregistre une augmentation exponentielle et puis après une diminution du nombre de cas. Donc ce qui fait qu'au Togo, nous avons en moyenne entre 35 et 50 cas par semaine, globalement par semaine, avec quelques moments où nous avons des pics lorsqu'on fait des dépistages un peu intensifs ou poussés liés aux voyageurs. Donc je ne peux pas dire qu'on sait exactement la phase de pic ou de plateau, mais nous aurons un cas sporadique qui peut durer une année. Une année. Qui peut durer une année. D'accord. Alors, docteur Hassan, vous êtes chef division surveillance et épidémiologique. Alors, dites-nous, au niveau de votre structure, de votre service, comment se passe le travail? Vous surveillez la courbe on va dire, du Covid-19 et qu'est-ce que vous relevez, en fait? Bien sûr, ça c'est un peu notre rôle. Alors, la surveillance épidémiologique, c'est un processus de collecte des données qui se fait de façon systématique, de façon continue, d'accord, et qui part des formations sanitaires, des centres de santé. D'accord, donc pendant leur consultation, les prestataires des centres de santé détectent des cas. Mais les cas qu'ils détectent, c'est des cas qui ressemblent à la maladie, qu'on appelle donc des cas suspects. Ils suspectent la présence de la maladie et prennent les dispositions nécessaires pour la prise en charge, mais parallèlement envoient l'information. Donc les données sont collectées chaque jour au niveau des centres de santé, qui les remontent au niveau des districts sanitaires, des directions préfectorales de la santé. Et cette direction préfectorale de la santé aussi les compile pour envoyer à la direction régionale de la santé. Et toutes les directions, les 6 directions régionales, envoient ces données-là donc à notre division. Et donc à chaque niveau, les données sont compilées et analysées. Donc nous faisons une analyse avec un regard national. Et au niveau de chaque direction régionale, ils font une analyse avec un regard plutôt régional. Donc voilà comment les choses se passent. Donc à l'analyse des données, nous essayons d'expliquer, de trouver les facteurs qui pourraient donc faire comprendre telle ou telle donnée. Et donc à partir de ce que nous observons, nous proposons en même temps les stratégies de riposte, de réaction pour pouvoir couper, arrêter donc la propagation de l'épidémie. Donc c'est pourquoi notre division, elle est appelée surveillance et riposte, c'est-à-dire c'est les deux ensemble. Donc voilà comment est-ce que globalement ça fonctionne
dans cette division-là. D'accord. Alors, docteur Hassan, c'est sûrement que, enfin, quand vous recueillez les informations et tout, vous constatez, comme nous tous, la hausse, l'augmentation des contaminations. Alors, est-ce que selon vous, vous pensez que l'une des causes serait peut-être un relâchement au niveau du respect des mesures barrières, vu que récemment, on a levé le couvre-feu, on a permis la circulation entre préfectures. Est-ce qu'il y aurait une sorte de relâchement, en fait? Oui, bien sûr, c'est une hypothèse vraie. C'est-à-dire quoi? La maladie se transmet d'une personne à l'autre. S'il y a des cas, c'est qu'il y a contact. Et non seulement il y a contact, mais il y a absence de barrière. Donc, on peut déjà évoquer à partir du nombre de cas que les mesures barrières ne sont pas strictement respectées. Et c'est tout à fait normal dans une société où le changement prend un peu de temps. Il y a encore des gens qui sont réticents et c'est pour cela justement que vous jouez ce rôle-là de continuer la sensibilisation. Mais bien sûr que ce n'est pas le seul élément à considérer dans l'explication des chiffres que nous avons aujourd'hui. Mais nous devons continuer à sensibiliser. Et par endroits, vous voyez des gens qui respectent les mesures barrières, mais par endroits aussi, on trouve quelques poches où des gens ne respectent pas vraiment. D'où la nécessité, comme je le disais tantôt, d'intensifier, de poursuivre ces activités de sensibilisation. D'accord. Alors, professeur Ikwevi, est-ce que vous avez noté peut-être un relâchement au niveau du respect des mesures barrières? Moi, je fais l'analyse autrement. C'est-à-dire que je dis qu'il y a des points positifs dans ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, les points positifs, c'est qu'il y a eu des gestes qui sont complètement évités aujourd'hui dans la société. C'est-à-dire faire la bise, saluer les personnes, faire des accolades, ça, pratiquement tout le monde le respecte. Oui. Ce sont certaines décisions qui sont faciles à respecter. Et ça, il faudrait encourager la population à poursuivre ces mesures. Oui. Par contre, il y a d'autres mesures qui sont beaucoup plus difficiles et qui demandent du temps. C'est le port du masque. C'est la distanciation physique. L'homme n'est pas fait pour vivre de façon écartée. On aime se toucher. L'Africain aime se toucher. Donc, ce sont des nouveaux comportements que nous sommes en train d'apprendre. Et je le disais la dernière fois, on ne change pas de comportement en 2 mois. Non. Ça prend du temps. Lorsque vous décidez de faire un régime, ça prend du temps. Pour éduquer un enfant, ça prend du temps. Donc, avec ces émissions, c'est de poursuivre la sensibilisation pour dire à nos concitoyens qu'il est important pour ces mesures qui sont difficiles d'apprendre à les respecter. À porter les masques, lorsque la distanciation, bien entendu ici il y a une distanciation, mais malgré la distanciation, pour montrer à la population que le port de masque peut apporter un plus, ceinture et bretelles, donc c'est ce que nous sommes en train de faire, et progressivement, ça va rentrer dans les habitudes. D'accord. Alors, docteur Hassan, nous allons évoquer peut-être un autre aspect. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de la situation, le professeur Ikwevi nous a présenté la situation, disons, actuelle. On a parlé des cas actifs. C'est vrai, quand on donne le nombre, plus de 600 cas, les gens crient, s'étonnent. Mais on évoque également disons un nom, les cas actifs. On dit, nous sommes à 229 cas actifs. Alors, dites-nous, expliquez-nous un peu plus. Qu'est-ce qu'on entend par cas actif? C'est ça. C'est vrai qu'il y a des termes que nous utilisons et ce n'est pas évident que toute la population comprenne de la même façon que nous. Alors, je prends cette opportunité pour balayer l'ensemble de ces termes-là. D'abord, nous parlons de cas suspect. Oui. Un cas suspect est une personne qui présente des signes qui ressemblent, qui évoquent la présence de cette maladie. Un cas suspect de Covid-19 est une personne qui présente des signes évocateurs de Covid-19.
On peut avoir des cas suspects de fièvre Ebola, des cas suspects de méningite, des cas suspects, etc. Mais ce cas suspect n'est pas encore un cas, à vrai dire, puisque maintenant il faut passer au laboratoire avec un prélèvement. Et le prélèvement permettra, suite à son analyse au laboratoire, de dire oui, c'est un vrai cas. En ce moment, on parle de cas confirmé. Et si le laboratoire dit que c'est négatif, alors le cas est écarté. Voilà. Ouais, donc, cas suspect, cas confirmé. Et maintenant, suite à ça, nous parlons donc de cas actifs. Les cas actifs sont les cas positifs vivants. D'accord, qui ne sont pas encore guéris. Ouais, donc, pour dire que le virus est encore actif dans leur organisme. Donc, c'est des cas qui pourraient donc contaminer. Donc, ce sont ces cas-là que nous appelons actifs, qui doivent être systématiquement isolés et pris en charge. Donc, ces cas, on fait, pendant leur prise en charge, on fait le suivi biologique, on fait des prélèvements réguliers, jusqu'à ce qu'on ait un prélèvement négatif. Donc, quand on a un prélèvement négatif, on refait un autre prélèvement 2 jours après pour nous rassurer que le premier résultat qu'on avait était vrai. Et donc, après 2 résultats consécutifs négatifs, le cas n'est plus actif, il est éteint. Donc, il est guéri, on le sort. Donc, les cas actifs, ce sont des cas positifs, d'accord, qui n'ont pas encore atteint la guérison. D'accord. Donc, docteur Hassan, si je comprends bien, ça veut dire que lorsqu'on nous présentons la situation, disons, journalière de la pandémie et que l'on nous dit il y a eu 10 nouveaux guéris et 11 nouveaux guéris, c'est-à-dire ces guéris viennent des cas actifs qui ne sont plus actifs, qui sont éteints en fait, donc guéris. C'est ça. Donc, aujourd'hui, nous avons 667 cas au total qu'on a détectés dans le pays depuis le début de l'épidémie. D'accord? Donc, parmi ces cas, il y a encore, enfin, ceux qui sont encore avec le virus sont 229. Mais on a ceux qui sont guéris déjà, qui sont 449, je crois, qui sont guéris. Donc, c'est des cas qui étaient positifs, qui ont été traités, qui sont devenus négatifs. Voilà, donc, chaque jour, on fait la situation de ce qu'on détecte comme cas suspect, comme cas confirmé. Le laboratoire nous dit, parmi les cas suspects, nous avons fait les analyses, voilà ceux qui sont de vrais cas, voilà les cas confirmés. Et au même moment, dans les centres de prise en charge, on fait aussi des prélèvements pour les cas qu'on est en train de traiter, et parmi eux, certains deviennent négatifs pour la 2e fois. Et ceux-là, on les sort. Donc c'est comme ça qu'il faut regarder ces chiffres. Ces chiffres-là, d'accord. Alors, professeur Ekwevi, ça voudrait, parce que j'ai posé la question, parce que plusieurs téléspectateurs m'ont dit, mais quand on dit cas actif, ça veut dire que ce sont les personnes qui font la maladie, non? Mais par rapport à l'explication de Dr Hassan, ça veut dire que parmi ces cas actifs, il peut y avoir des personnes qui ne, disons, qui ne présenteraient pas les signes, mais peut-être qu'elles ont été des cas contacts. On leur a fait des tests et elles sont positives, mais elles ne font pas la maladie, on va dire. Oui, parmi les cas actifs, il peut y avoir des gens, maintenant ça c'est la forme clinique. Parmi les cas actifs, ils ont au début le virus. On leur a diagnostiqué la présence du virus. Il y a des sujets, on sait aujourd'hui que 90% ne font aucune manifestation clinique, mais ils sont cas actifs. Tant qu'on n'a pas fait le test une première fois pour dire que c'est négatif, une deuxième fois pour dire que c'est négatif, ils sont toujours des cas actifs. Et professeur Ekwevi, lorsqu'on prend les chiffres, par exemple, nous sommes à 660, combien de cas? 667. 667, ça voudra dire que parmi ces 666, on retrouve les cas guéris, les cas actifs et les décès également. Exactement. Ça, c'est le total. C'est le total, en fait. On a 667 cas. Dans les cas, vous enlevez les décédés, ils sont au nombre de 14.
vous enlevez les guéris. Ça, c'est fini. Et puis maintenant, le reste, les 267, ils ont encore le virus. On n'a pas encore confirmé qu'ils ont eu 2 prélèvements négatifs. Donc, on ne connaît pas encore leur statut. Okay. Et leur statut, il n'y a que 2 statuts. Hein. Soit tu es décédé, ou soit tu es guéri, dans les cas actifs. Donc, le statut de ces cas actifs n'est pas encore connu. C'est pour cela qu'on les appelle des cas actifs. Mais, professeur, si ça n'est ainsi et que, disons, que le chiffre qu'on présente, c'est la somme, bon, c'est juste une supposition, mais est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que, enfin, dans la présentation, on nous dise peut-être juste pour la journée de vendredi, il y a eu 17 cas. Il y a eu 10 guéris et tout, parce que lorsqu'on dit, on part de 667 aujourd'hui et que le soir, bon, on ne souhaiterait pas, mais le soir, on nous dise qu'on est arrivé à 900 par exemple. Pour le Togolais lambda, il se dit, oh, il paraît qu'il y a 900 personnes qui sont contaminées au Togo. Est-ce que les cas actifs, c'est encore les cas, tout simplement, pour caricaturer, ce sont les cas qui sont encore à l'hôpital. Qui sont encore hospitalisés. On ne les a pas encore libérés. Disons, c'est l'hospitalisation. OK. Et donc, dans ce groupe-là de cas actifs, vous avez, comme le professeur le disait, des cas qui présentent des signes de la maladie, qui sont malades, donc qui peuvent être légèrement, enfin, avec des signes légers, avec des signes modérés ou des signes graves. Et vous avez d'autres qui n'ont rien, mais qui ont le virus et qui sont comme nous sommes ici, qu'on appelle des cas asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Ouais. Mais ils sont porteurs. Mais ils ont le virus. Et tous sont pris en charge quelque part. Ouais, donc il y a des centres spécifiques pour cela. D'accord. Alors, professeur, nous allons parler maintenant, disons, du traitement. C'est vrai qu'on est en train de parler des cas actifs, ceux qui font la maladie. Et parlons du traitement. Professeur Ekoui, je vous donne la parole parce que je vous ai aperçu dans les images, et la dernière fois, lorsque disons, la commission ad hoc de l'Université de Lomé a présenté ses résultats. Alors, dites-nous, est-ce que nous sommes, disons, sur le bon chemin, on va dire, bientôt le Togo aura son remède miracle, comment? Non, il n'y aura pas de remède miracle. Hein. De toutes les façons, d'une manière générale, dans le monde, je ne suis pas sûr qu'il y aura un remède miracle contre la COVID-19. Si vous prenez, je vais d'abord expliquer pourquoi. C'est une maladie qui, naturellement, permet... nous pouvons éliminer le virus naturellement dans 90% des cas. Okay. Les candidats médicaments qui ont été utilisés, qui sont l'hydroxychloroquine, ont donné des résultats contradictoires. Oui. Le lopinavir, ritonavir, qui est un médicament qu'on connaît très bien dans le cas du VIH, on vient d'abandonner aussi, de montrer que ce n'est pas efficace. Nous avons un médicament qu'on utilise contre la maladie à virus Ebola, qui est le remdesivir, dont l'accès est difficile. Donc, à partir de cela, pour une première fois, les chercheurs de l'Université de Lomé se sont approchés des praticiens de la médecine traditionnelle pour leur demander, est-ce que vous avez des médicaments disponibles pour nous mettre à disposition? Et c'est la première fois que cela se passe, que nous arrivons à travailler ensemble. Synergie. Ça, c'est une approche innovante. Nous avons reçu plus de 100 recettes. Plus de 100. Et nous avons procédé à des étapes. La première étape a consisté à faire ce que nous appelons des études in vitro au laboratoire pour voir s'il y a des déchets, si ces produits ne sont pas toxiques. Et c'est ce que nous avons fait, qui est la première étape. Ce sont des études in vitro qui nous ont permis de sélectionner un certain nombre de plantes. Nous en avons retenu globalement 11. Ensuite, nous avons fait des études chez les animaux pour voir la toxicité animale sur le plan hématologique dans le sang au niveau rénal. Et finalement, nous avons retenu 4 produits. Sur les 11. Sur les 11. Et nous allons maintenant conduire ce qu'on appelle un essai thérapeutique randomisé avec 5 groupes pour montrer si les produits de nos tradis praticiens font aussi bien
que l'hydroxychloroquine qui servirait de groupe de référence. Donc, ce qui fait que nous voulons comparer l'efficacité et la tolérance de 4 phytomédicaments issus de la médecine traditionnelle, comparés à l'hydroxychloroquine et l'azithromycine que nous utilisons. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément trouver que c'est efficace, mais peut-être fera aussi bien ou fait moins bien que le traitement. Mais nous sommes loin. Hein. Nous sommes loin, c'est-à-dire que nous avons écrit un protocole, nous avons trouvé les médicaments, nous avons soumis ce protocole au comité de bioéthique pour la recherche en santé, mais un essai thérapeutique coûte cher. C'est pour cela que les laboratoires ont toujours réalisé les essais. Un tel essai dans un autre pays, c'est du demi-milliard, c'est à peu près du 500 millions de francs CFA. Nous sommes à la recherche de 100 millions, nous le disons humblement, hein, pour pouvoir réaliser un essai qui ne soit pas contesté. Parce que dans ce cas, ce n'est plus le médecin qui donne le médicament, mais c'est une machine qui distribue les médicaments aux patients pour que les groupes soient comparables, pour pouvoir dire la part réelle de chaque médicament. Donc cela demande une organisation. Nous sommes à la recherche effectivement de ce financement. Mais ce que je note, c'est vraiment cette synergie d'action entre la médecine traditionnelle et le fait que les médecins issus, ou bien les praticiens issus de la médecine traditionnelle, aient accepté pour une première fois qu'on évalue leurs médicaments selon les normes de la médecine conventionnelle. Ça, c'est déjà un gros pas. On ne l'a même pas fait dans le paludisme, dans d'autres maladies, et ça, vraiment, je suis très fier d'appartenir à l'université de Lomé. D'accord. Et professeur, disons que tout ce travail-là vous a pris combien de temps? Je pose la question parce que je voudrais, peut-être avec les téléspectateurs, voir à peu près combien de temps il nous restera encore, peut-être, pour espérer voir sortir quelque chose... bon. Non, les choses sont simples. C'est-à-dire, on a eu 3 mois pour pouvoir faire les analyses des études de phase 2, les études in vitro, 3 mois. Ça a coûté 40 millions de francs que l'université a payé pour doser, pour faire des études en laboratoire. C'est financé sur les profs de l'université. Si nous avons même demain des 100 millions que nous voulons, il nous faut au minimum 2 mois de préparation. Parce qu'il y a d'abord le conditionnement des médicaments, il y a la formation, l'élaboration des bases de données, la rédaction des procédures, le recrutement des patients. Nous voulons recruter 250 patients, 50 patients dans chaque bras. Nous allons les suivre pendant 28 jours et tous les 2-3 jours, il y a un examen hématologique, biologique qui est fait. Il y a un contrôle qui est fait à toutes les étapes. Il y a ce qu'on appelle les analyses intermédiaires que nous allons faire lorsque nous avons 20 patients dans chaque groupe pour déjà voir à ce niveau, est-ce qu'il y a un médicament qui est toxique, s'il faut le retirer, s'il faut continuer, etc. Il existe des termes un peu plus compliqués qu'on appelle les essais adaptatifs, mais bon, voilà un peu. Pour nous, si nous commençons le 1er septembre, le recrutement peut se faire en 2 mois, 2-3 mois. Et les résultats probablement vers mars 2021 ou bien avril 2021, si nous avons le budget, bien entendu. Voilà, donc c'est le budget qui détermine. Donc si les budgets tardent, c'est-à-dire qu'on rentrera dans 2021 et on poursuivra encore la situation. Professeur, avant de vous laisser respirer, vous avez parlé tout à l'heure de recrutement de patients, c'est-à-dire vous avez les patients, recruter les patients pour comment en fait? Au fait, dans un essai thérapeutique, il y a ce qu'on appelle des critères d'inclusion. Il faut avoir un âge supérieur à 18 ans. Il faut signer un consentement éclairé. Il ne faut pas que tu présentes de détresse respiratoire. Par exemple, un patient qui est dans un état grave, nous n'allons pas l'inclure dans l'essai. Donc, il y a toute une procédure. Il y a d'abord ce qu'on appelle la notice d'information, pour expliquer au patient, voilà, nous avons 5 médicaments, mais tu vas prendre un médicament par hasard. Il peut dire non, je ne veux pas. Donc, on ne pourra pas l'inclure. Donc, il nous faut son autorisation pour qu'il puisse être enrôlé dans l'étude et accepter le suivi, puisque nous lui ferons plus de prélèvements qu'on en fait d'habitude.
Donc c'est pour ça que nous disons qu'il y a un recrutement qui va se faire. Avec consentement Avec consentement éclairé. De patients. D'accord. Alors, docteur Hassan, enfin vous, c'est vrai que vous êtes dans le domaine, mais disons, il y a 2 jours, lorsque disons, les résultats ont été présentés, quelle a été votre réaction, votre sentiment? Est-ce que, bon, peut-être nous, téléspectateurs, nous, Togolais, peut-être qu'on ne l'a pas compris, comme, disons, professionnels de la santé. Donc, on s'est dit, adieu, merci, bientôt, le Togo va avoir son médicament. Mais vous, en tant que professionnel de la santé, quelle a été, votre réaction après cette présentation de résultats? Non, bien sûr, puisque je sais déjà le processus, donc je n'ai pas crié victoire, bien sûr, puisque je sais ce qui nous attend, d'accord? Bon. Et donc, c'est vrai, chapeau à l'université de Lomé et puis chapeau à nos tradis praticiens. Mais c'est l'occasion justement de dire à la population qu'un médicament, avant qu'on ne dise qu'un médicament est autorisé à être vendu en pharmacie, ce qui s'est passé avant, c'est un long processus. C'est un long processus qui prend rigoureux, du temps, des années. C'est ça. Donc, on ne se lève pas pour dire tout de suite, oh, j'ai un médicament. Non. Non. Des gens, c'est vrai, les plantes. Nous avons beaucoup de plantes en Afrique qui ont des vertus, qui ont des effets positifs. Seulement, on ne connaît pas les effets négatifs. On ne connaît pas les effets négatifs. Vous voyez, je prends l'exemple du Nîmes. Le Nîmes, c'est un arbre que tout le monde connaît, et qui a des effets quand même contre le parasite qui cause le paludisme, qu'on appelle le plasmodium. C'est vrai. Mais dans la feuille du Nîmes, il y a d'autres substances. Il y a d'autres substances dont on ne connaît pas les effets. Et quand on prend ces feuilles de Nîmes, alors on va dire il faut bouillir. Mais jusqu'à présent, personne n'a dit quelle est la quantité de feuilles, dans quelle quantité d'eau, pour avoir quelle concentration. Et personne n'a dit exactement quelle quantité il faut boire. Puisque, est-ce qu'un gobelet, ça suffira? Une grosse calebasse ou un verre? On ne sait pas. Mais maintenant, si je bois un peu plus, est-ce qu'en dehors de l'effet bénéfique attendu, est-ce que je n'aurai pas d'effet non désirés? Et même des effets qui pourraient créer des lésions à d'autres organes. On ne sait pas. C'est pourquoi il faut faire attention et vraiment se rendre compte que lorsqu'on dit que tel médicament est autorisé, ça veut dire qu'on a fait beaucoup attention. Et en plus, il faut savoir que quand bien même les médicaments sont en pharmacie, prescrits par les médecins, pendant ce temps, il y a un processus qui surveille les effets de ce médicament, qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est pourquoi il arrive à des moments qu'on dit non, ce médicament, non, il faut le retirer. Parce qu'on n'avait pas trouvé quelque chose avant. Et on s'est rendu compte que non, ce n'est pas très bien. On le retire, on refait des recherches. Donc, juste pour dire, la médecine traditionnelle, c'est très bien. C'est très bien. C'est la base d'ailleurs de la médecine moderne. Vous voyez? Ce qu'on utilise aujourd'hui pour traiter le paludisme, l'artémisinine, c'est des plantes. La quinine, ça vient des plantes. Donc, pour dire que, visiblement, on vient d'avoir un élément qui puisse amener les tradithérapeutes à collaborer davantage avec la médecine moderne, avec les universitaires. Déjà qu'au niveau du ministère de la Santé, il y a toute une division, d'accord, qui s'occupe de la médecine traditionnelle. Ça veut dire qu'il y a cette approche-là que nos frères, nos parents tradithérapeutes devraient exploiter pour qu'on puisse tirer de leurs travaux quelque chose de positif pour l'humanité. D'accord. Merci beaucoup, Dr Hassan. Alors, professeur Ekwevi, le travail donc se poursuit du côté de la commission ad hoc, disons des praticiens, des professionnels de la santé moderne. Alors, et sur le terrain, pour disons, le traitement des patients, le protocole adopté par le Togo est toujours de vigueur, on utilise toujours la chloroquine, et puis est-ce qu'on a ajouté encore d'autres choses?
Non, on utilise toujours de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine. Vous savez, lorsque vous avez un médicament, même si ce médicament est contesté sur le plan international, que nous avons 62% de cas guéris, il n'y a aucune raison valable pour changer ce protocole. Et comme je viens de le dire, même les candidats médicaments qu'on a considérés comme étant les plus efficaces sont en train de perdre de leur efficacité au vu des publications que nous avons. Donc pour le moment, pour le cas du Togo, nous retenons l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine parce qu'en réalité aussi, c'est que nous n'avons pas d'autre choix. Hein. Ah oui. C'est qu'il n'y a pas d'autre choix. Si vous prenez toute la liste des médicaments, nous n'avons pas d'autre choix que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Avec 62% de cas guéris, nous continuons ce protocole. Et comme on le dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, donc on ne change pas le médicament qui permet de guérir. Alors, docteur Hassan, dans cette lutte commune contre le virus, il a été décidé, on entend dire que bientôt il y aura réouverture des frontières et tout. Mais lorsqu'on entend ce qui se passe à côté dans les pays limitrophes qui ont déjà commencé le processus, est-ce que ces mesures de réouverture de frontières ne seraient pas risquées pour nous au Togo? Oui, c'est clair que c'est le contact entre les humains qui transmet la maladie. Et aussi, c'est clair qu'il y a plus de chances pour quelqu'un qui vient d'un pays où il y a plus de cas que cette personne-là ait la maladie. Vous voyez? Donc, de ce constat-là, on peut évidemment dire qu'il y a un risque. Il y a un risque. Et c'est d'ailleurs pourquoi on hésite. Alors, quand vous comparez les stratégies mise en œuvre dans la lutte là, au Togo par rapport à ce qui se passe ailleurs, vous verrez très bien que le Togo est assez prudent, très prudent pour protéger sa population. C'est ça. Les pays voisins ont déconfiné, ont décidé, ont pris plusieurs décisions, et puis bon voilà, là, les résultats sont là. Comparez le nombre de cas, comparez le nombre de décès. Depuis le début de l'épidémie, nous avons un pays voisin qui avait très peu de cas pendant longtemps. Pendant longtemps, très peu de cas. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ils font? Comment ils font? Vous voyez? Et puis, soudain, ça a flambé. Ça a flambé. Donc voilà, c'est pour dire que c'est vrai, on va ouvrir les frontières, mais il faut prendre beaucoup de mesures. Et le travail est en cours. Il y a plusieurs commissions qui réfléchissent, qui rendent compte, et c'est suite au résultat de tous ces travaux-là que la décision d'ouvrir va être prononcée. Seulement, il faut retenir que la question des frontières, surtout les frontières aéroportuaires, c'est une question qui ne concerne pas les pays de façon individuelle. Donc, parallèlement à toutes les stratégies mises en œuvre dans les pays, il y a aussi des discussions au plan international pour qu'il y ait harmonisation des stratégies. Ouais, pour que, justement, par exemple, est-ce qu'il faut être dépisté avant de monter dans un avion? Est-ce qu'arriver dans un aéroport, il faut être dépisté, etc. C'est plusieurs questions ensemble auxquelles il faudra apporter des réponses harmonisées, des réponses internationales pour que les choses se fassent de façon efficace. Voilà. Alors, professeur Ekwevi, est-ce que, je ne sais pas, peut-être que vous êtes associé, pas vous personnellement, mais peut-être la commission est associée dans cette phase de réflexion sur une possible ouverture prochaine ou non des frontières du Togo. Est-ce que vous êtes associé? Oui, nous sommes associés puisque je fais partie de la commission scientifique mise en place. Nous avons préconisé, puisque nous donnons des orientations au gouvernement, et c'est le gouvernement qui décide. Nous avons préconisé une reprise progressive et sécurisée. Progressive, c'est-à-dire qu'il va se faire par palier. Le premier palier a été d'abord la levée du couvre-feu.
il faut l'analyser. Le deuxième palier, ça a été la levée du bouclage des villes. Il faut l'analyser. Le troisième palier, c'est la reprise des activités scolaires. Il faut l'analyser. Maintenant, nous avons deux paliers que nous sommes en train d'étudier. Un, les lieux de culte. Donc, il y a une commission qui est en train de réfléchir sur les lieux de culte. En même temps que nous comprenons la demande d'ouverture, nous avons peur par rapport à ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine. Si vous prenez le cas de la sous-région ouest-africaine, c'est entre 1000 et 1500 cas par jour. 1000 et 1500 cas par jour dans la région ouest-africaine. Le Togo est le deuxième pays à avoir moins de cas dans la région ouest-africaine, en dehors de la Gambie. Presque tous les autres pays ont réouvert les lieux de culte. Au Togo, ce n'est pas encore le cas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons analyser et en tirer les conséquences pour voir s'il faut ouvrir ou ne pas ouvrir. Quant à l'ouverture des frontières, c'est une décision qui doit être sous-régionale. Nous, c'est ce que nous avons proposé. Elle doit être sous-régionale, parce que le jour où vous allez ouvrir une frontière, c'est 2500 personnes qui vont venir d'Aflao, 3000 de Hila-Kondi, de Saint-Cassé. Parce que les gens attendent, en fait. Et comment est-ce que vous allez dépister 6000 ou 7000 ou 8000 personnes par jour? Vous ne pouvez pas. Non. Donc, la décision ne peut être que sous-régionale. L'erreur à ne pas faire, c'est d'avoir un regard national de cette pandémie. C'est-à-dire, nous avons circonscrit au Togo, nous n'allons pas vivre éternellement en autarcie et de façon isolée. Donc, ça veut dire qu'il faut une discussion sous-régionale au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest pour prendre une décision et que nous puissions appliquer. Les décisions que nous devons éviter, ce sont les décisions au faciès. C'est-à-dire que tu es l'enfant de X ou Y, toi, tu as le droit de passer à un poste frontière et que je suis un enfant de pauvre, moi, je dois aller faire une quarantaine à l'hôtel et payer 500 000. Ce n'est pas une décision juste. Il faut que la décision soit réfléchie et qu'elle soit appliquée à tout le monde. C'est pour cela que ça prend du temps. Donc, reprise progressive, sécurisée, en évaluant nos forces, nos faiblesses, les menaces et toutes les opportunités que nous gagnons à ouvrir ou non les frontières. Merci beaucoup, professeur. Docteur Hassan, lorsque nous analysons la situation, disons, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et voyant un peu ce qui nous attend, on comprend une chose, c'est qu'on est appelé à vivre avec la maladie. Bon, mais une maladie qui nous empêche d'être en contact, d'avoir nos anciennes habitudes ou les habitudes que nous avons toujours connues depuis que nous sommes nés. Alors, comment vivre avec une telle maladie? On est bien obligé d'aller avec. On n'a pas le choix. C'est vrai que dès les débuts, je le dis souvent, quand on voit la pluie s'annoncer avec de gros nuages, chacun se prépare pour ranger ceci et tout ça et puis se mettre à l'abri. Et parfois, la pluie ne vient pas. Non. Mais parfois, si elle vient faiblement, moyennement, ou c'est une grosse pluie, ça arrive. Donc, dès les débuts, on a pris des mesures, je dirais, draconiennes. Draconiennes. Et c'est tous les pays du monde. Chacun a eu tellement peur qu'il fallait les mesures maximales pour protéger la population. Mais au fur et à mesure du temps, on apprend. On apprend, on a des leçons tirées de toutes les stratégies de riposte. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a certaines qu'on peut tirer de l'ensemble de ces mesures-là pour continuer. Parce qu'en appliquant ces mesures qu'on avait dès le départ, on étouffait aussi économiquement parlant. Oui. Mais si on continue dans ce sens, c'est qu'on finira par mourir d'autres choses et non de ceux que nous craignons. Vous voyez?
Donc, voilà, il faut faire un jeu d'équilibre et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si on a répertorié les mesures que, une fois observées, on a donc les armes nécessaires pour ne pas tomber malade. Alors, porter le masque, la distanciation physique, le lavage des mains à l'eau et au savon. Si ces 3 mesures phares, nous les appliquons vraiment, nous réduisons au maximum le risque de propagation de la maladie. C'est ça. Mais maintenant, l'autre question, c'est est-ce que tout le monde va se mettre à appliquer systématiquement et rigoureusement ces mesures? Parce que nous sommes devant des humains. Nous sommes devant une société où les comportements diffèrent. Donc, c'est toutes ces analyses qu'il faut faire. Mais on est sûr au moins qu'avec ça, certes, on ne dira pas qu'on a éradiqué totalement, mais on a réduit le risque. Et donc, on n'étouffe pas les gens, on ouvre l'économie, on vit et on applique les mesures barrières parallèlement à tout ce que nous faisons. Maintenant, les grosses décisions, comme le professeur venait de le dire, sont à réfléchir, mais l'homme étant intelligent, on trouvera toujours comment faire pour que ceci aussi fonctionne et pendant que nous luttons contre la maladie. Parce qu'au fait, tout à l'heure, le professeur parlait de 2021. On ne sait pas. C'est juste ça, une prévision, mais on ne sait même pas Il se peut que d'ici 2 mois, le virus disparaisse. Mais il se peut que d'ici 2 ans encore, le virus soit présent. Oui. Donc, on attend. On attend. Mais l'histoire nous enseigne, les grosses épidémies qu'on a eues, particulièrement les épidémies de grippe qu'on a eues, on a eu 3 grosses épidémies de grippe où nos grands-parents qui vivaient en ce moment ont aussi porté le masque, ont aussi fait la distanciation physique. D'accord? Et ces épidémies-là ont duré entre 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Donc, on s'est dit que sur la base de cela, c'est vrai que cette maladie ressemble à la grippe aussi. On s'attend à faire le même temps à peu près. À peu près. Donc, mais ça, c'est sur la base de l'histoire. Oui. Mais ce virus n'est pas... Il ressemble à la grippe, mais ce n'est pas la grippe. Ce n'est pas la grippe. Donc, on est vraiment dans un inconnu total, mais on ne va pas s'étouffer à rester totalement à la maison. On va avancer progressivement. Voilà. On va être prudent. Alors, professeur Ekoubi, vous, selon vous, comment peut-être vous avez d'autres astuces pour nous permettre de mieux vivre avec cette maladie-là? Non, il n'y a pas d'astuce. C'est-à-dire, les règles sont connues. C'est-à-dire, nous avons une épidémie qui a commencé en décembre. Nous sommes en juillet. Aucun pays n'a encore déclaré la fin de l'épidémie. Et nous parlons de fin d'épidémie lorsque vous avez 0 cas pendant au moins 1 mois. Même en Chine, je regardais les chiffres encore, il y a à peu près 13 à 14 cas par jour. Certains pays ont réussi à contrôler l'épidémie. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la France, et on dit que l'épidémie est sous contrôle. Dans d'autres pays, c'est la flambée, comme les États-Unis. Oui. Donc, nous devons apprendre à vivre avec ce virus, et les seuls moyens que nous avons, c'est la distanciation physique, c'est le port de masque et le lavage des mains. Jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Et ça, c'est encore une autre bataille qui va se faire peut-être en 2021, peut-être en 2022. Je ne pense pas qu'on aura un vaccin d'ici décembre. Mais le vaccin, déjà, il faut se préparer. La question principale, c'est d'abord, 1, la tolérance. Est-ce que c'est toléré? De 2, est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire, est-ce que ça produit suffisamment des anticorps à tel point que lorsque je serai en contact du virus, mon organisme peut m'aider à combattre cette agression? Et surtout, le problème principal, c'est la disponibilité. Oui. Le vaccin n'est pas encore trouvé. Mais les pays développés ont déjà signé des contrats pour qu'on leur mette à disposition 400 millions de doses. Gouverner, c'est prévoir. Quand le vaccin sera là, est-ce que nous sommes prêts
à en avoir. Et le seul pays africain qui fait un essai, c'est l'Afrique du Sud. Donc, nous sommes dans deux situations. C'est la fin de l'épidémie, on ne sait pas. Ou lorsque on trouvera un vaccin et nous n'aurons même pas les moyens pour avoir ces vaccins, lorsque les premiers vaccins seront disponibles. Ce que nous avons comme arme, c'est la prévention. C'est pour cela que nous devons tout faire pour respecter les gestes barrières. Alors, professeur, et c'est vrai que Dr Hassan l'a évoqué, nous sommes face à des humains et certains, parfois, se disent on en a marre, non, ceci ne va pas faire que j'aurai la maladie et tout. Bon, donc il y a des laissés-aller, il y a des réticences et tout. Est-ce que selon vous, personnellement, face à certaines réticences, il faudrait peut-être sévir pour amener tout le monde à respecter les mesures, à être beaucoup plus prudent? Oui et non. Oui, pour certains cas, lorsque vous êtes dans un bar où les mesures de distanciation ne sont pas respectées, c'est ce que le maire a fait la dernière fois, en fermant un certain nombre de bars. C'est un travail communautaire où les responsabilités sont à 3 niveaux. L'État a sa part de responsabilité. C'est de définir une politique. C'est de trouver des intrants. C'est de trouver des centres de traitement. L'État a joué son rôle. La communauté a sa responsabilité. C'est la pratique de la distanciation sociale. Mais lorsqu'on vous dit, OK, ouvrez les bars, vendez, mais qu'il n'y a pas du respect des mesures de distanciation sociale, on est venu une fois, vous rappelez à l'ordre, une deuxième fois, la troisième fois, il faut fermer. Maintenant, au niveau individuel, lorsque les individus n'ont pas de masque, on ne va pas les frapper, on ne va pas les mettre en prison. Il faut sensibiliser, il faut éduquer. Et ça se fait très bien. Moi, je vois souvent au Carrefour, les forces de l'ordre demandent gentiment acheter un masque. Ils obligent même à acheter un masque avant de continuer. C'est déjà un pas de sensibiliser, de continuer à sensibiliser les individus. Mais c'est surtout lorsqu'il y a des mesures de distanciation sociale qui ne sont pas respectées, le sport de masse, parce que c'est une maladie qui se transmet en parlant, en chantant, en criant. Et vous êtes nombreux en train de faire du footing en criant. Non, on peut faire ça. Parce qu'on se dit qu'on est resté longtemps confiné entre griffes, que bon, on prend du poids, on est fatigué, on voudrait se défouler et tout. Ça se comprend. Donc, les deux peuvent se faire, c'est-à-dire il faut de temps en temps sanctionner, de temps en temps sensibiliser, mais c'est une bataille communautaire. C'est une bataille communautaire. D'accord. Je pense vraiment que la sanction viendra forcément. Forcément. Parce que s'il y a beaucoup de réticences. Bien sûr, mais prenez l'exemple simple du port de casque. Mais je sais qu'en moto, j'ai le risque de tomber sur la tête. Mais le gouvernement regarde et dit non, non, non. Puisque c'est comme ça, pour amener les gens à porter le casque, je dis port de casque obligatoire. Et donc, à côté de ça, une sanction. Et on met les forces de sécurité derrière, pour sûr. Mais malgré ça, qu'est-ce que les gens font? Ils mettent le casque sur le réservoir, et c'est dès qu'il aperçoit un corps habillé, il met le casque, et dès qu'il dépasse, il l'enlève. Et puis, c'est pour aller faire un accident et venir avec des lésions graves. Vous voyez? C'est la campagne de vaccination qui se fait gratuitement. On va vers des populations, il y en a qui disent non, 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 je ne veux pas. Ouais. Aller en consultation pour les consultations prénatales. On a encore des gens qui refusent la consultation prénatale. Et donc, vous voyez, ça veut dire qu'au fur et à mesure, pour cette maladie grave, parce que le fait de ne pas me protéger, de ne pas porter le masque, je suis en train d'exposer l'autre, et non moi-même. Je ne suis pas seul là-dedans. Et donc, le fait de porter atteinte à autrui va naturellement amener le gouvernement à prendre des décisions. Oui. Et l'autre mesure restrictive ou mesure de sanction qui a été prise récemment par le ministre de la Sécurité qui amenderait ces personnes qui
continuent toujours par traverser les frontières pour aller aux enterrements et aux mariages. Sûrement que, docteur Hassan, vous applaudissez cette décision. Hein. Non, mais bien sûr, parce qu'il faut qu'on amène la population à marcher au pas, si on est dans le bon sens. Ah oui, parce que est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Et surtout que c'est interdit. Aujourd'hui, tout Togolais, comme le professeur Ekwevi le disait tantôt, le Togo, dans la sous-région ouest africaine, est le deuxième pays à avoir le moins de cas. D'accord? Donc, normalement, nous tous, en tant que Togolais, nous devons travailler à maîtriser ce nombre-là, à ne pas exploser comme les autres. C'est ça. À quoi servirait d'ouvrir aujourd'hui les lieux de culte si juste après on va avoir beaucoup d'enterrements? Ça ne servira à rien. C'est plutôt nuisible. Donc, allons tout doucement et que conservons déjà les acquis que nous avons suite à la mise en œuvre de toutes les stratégies que nous déployons dans le pays. D'accord. Alors, chers invités, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce débat, de cet autre point sur les efforts consentis par le Togo, les décisions prises, les actions menées au niveau national dans cette riposte contre la maladie, le coronavirus. Mais avant de vous laisser repartir, c'est vrai que nous avons passé plusieurs minutes à parler, à rappeler, à sensibiliser, mais avant de partir, sûrement que vous avez encore un autre appel, d'autres appels à lancer aux populations. Alors, docteur Hassan, si vous avez un dernier mot à l'endroit des populations. Moi, mon dernier mot, c'est vraiment l'observation des mesures barrières de façon stricte. C'est-à-dire, notre pays, nous n'avons pas une explosion. Mettons-nous tous ensemble par ces 3 gestes simples. Port de masque, lavage des mains régulier à l'eau et au savon et distanciation physique. C'est simple. Faisons ça pour protéger l'autre. Nous protéger nous-mêmes, protéger l'autre. Voilà donc mon appel à l'endroit de la population. Merci beaucoup, docteur Hassan, docteur Hamadi Hassan. Je rappelle donc qu'il est chef division surveillance épidémiologique. Professeur Ekwevi, votre mot de fin? Le mot de fin, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la lutte se fait à 3 niveaux. Au niveau de l'État, l'État a joué sa partition. La deuxième, c'est au niveau de la communauté. Donc, au niveau de la communauté, ça peut se faire dans les quartiers en créant des communautés, des comités anti-Covid ou bien des comités de vigilance pour rappeler le respect de ces mesures barrières. Et aussi au niveau individuel, parce que la responsabilité de chaque individu, elle est engagée. Je te protège, tu me protèges, et ceci en portant le masque, qui est devenu obligatoire. Je te protège en lavant les mains régulièrement et je te protège en respectant la distanciation sociale. Donc, c'est ce seul moyen, ou bien c'est ces seuls moyens que nous avons aujourd'hui pour pouvoir faire face à la pandémie du Covid-19 au Togo. Merci beaucoup, professeur Ekwevi. Professeur Didier Koumavi Ekwevi, il est épidémiologiste et professeur agrégé en santé publique. Et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous avez donc compris, la menace est toujours là, elle persiste et elle est permanente. Nous avons toujours l'épée de Damoclès sur nos têtes avec le virus qui est toujours présent à nos côtés. Une seule chose est de mise, protégeons-nous et protégeons les autres. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. L'autre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre thème au cœur de la nation. Bonsoir.